tutoyer. Quand vous, je ne sais pas si tu tu parlais de Proust, moi je pensais à Virginia Woolf. C'est la même époque. Et j'avoue que pour penser ce que nous avons à penser, ça me nourrit, ça m'a beaucoup nourri. Moi, je pensais à Hannah Arendt sur l'espace public. On dispose quand même, malgré tout, d'un certain nombre de femmes qui ont marqué la pensée, la littérature, même si on peut estimer que ce n'est pas... non, voilà. Donc c'était juste au niveau du jeu. Voilà. Alors ma réflexion, en fait, n'est pas, je l'ai dit à Alain, ma propre réflexion ne s'est pas construite spécifiquement sur les rapports hommes-femmes, masculin-féminin. C'est pas à partir de ça que je me suis construite et que j'ai construit ma réflexion. Je l'aborde en fait de manière oblique, comme je l'ai fait dans Osons rester humain ou bien dans mon dernier livre, La lettre à la terre. Donc, je l'aborde de manière oblique. En fait, et ça depuis un certain temps, ce qui me préoccupe de façon, quotidienne et centrale, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité, non pas à l'échelle géologique, mais à l'échelle historique, que la vie sur la Terre disparaisse. Hommes et femmes. Et ceci, pas du tout à l'échelle géologique, parce que ça on le sait depuis très longtemps, que la vie, mais bien à l'échelle historique, c'est-à-dire que nous pouvons penser. Et évidemment, ce qu'on peut appeler un écocide, aujourd'hui, alors il y a des féminicides, et il y a aussi de véritables écocides, c'est-à-dire de destruction de milieux de vie, qui ne sont pas simplement des milieux de vie humains d'ailleurs, qui sont des milieux de vie aussi autres qu'humains. Nous prenons conscience que peut-être, et d'ailleurs le convivialisme c'est une déclaration d'interdépendance, mais nous prenons conscience peut-être un peu tard que nous sommes des êtres dépendants, hommes et femmes. Et j'en veux pour preuve une illustration qui a beaucoup marqué les esprits, la prise de conscience que ces petits insectes qui nous paraissaient vraiment tout à fait au bas de la hiérarchie dans l'échelle des vivants, alors que nous sommes bien sûr au sommet de la hiérarchie, eh bien ces petites bêtes qu'on appelle des insectes nous jouent quand même des sales tours, parce qu'ils sont en train de disparaître, et nous prenons conscience que la vie, tout simplement, notre vie en dépend. Alors du coup, ce sont quand même des coups de canif sur notre souveraineté humaine, nous, au sommet de la hiérarchie des espèces, des êtres souverains tout-puissants qui ont complètement en maître leur destin, puisque la Terre, la planète, moi je parle de la Terre, c'est le lieu où j'habite, c'est pas la planète bleue, très belle, qu'on voit de loin, c'est bien le lieu où j'habite, et bien que nous sommes des êtres totalement interdépendants, et avec non seulement entre humains, mais aussi avec d'autres espèces, qui sont des espèces autres qu'humaines. Et donc, nous sommes confrontés, j'arrive au rapport homme-femme, nous sommes confrontés aussi, je crois, dans notre désastre, je dirais, d'aujourd'hui, qui est un véritable effondrement, déseffondrement, d'une civilisation qui avait cru, qui était pleine de promesses, du progrès. Nous voyons poindre des menaces, les promesses ne sont pas réalisées, et au contraire, ce sont des menaces, des effondrements et des grandes régressions qui touchent les vivants dont nous faisons partie. On verra, bien entendu, les hommes et les femmes, mais l'ensemble des vivants. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir sur le rapport que nous entretenons, nous, humains, avec les autres humains, avec la Terre. C'est pour ça que je l'écris sans la personnifier, ni en faire Gaïa, je ne pense pas justement que ce soit une déesse. Mais donc comment nous avons construit ce rapport-là qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes devant des situations non pas de crise, mais de véritables catastrophes écologiques, catastrophes anthropologiques, quasiment. Et effectivement, et là je retrouve alors le chemin des rapports
suis d'accord pour dire aussi qu'on n'a pas le temps, dans le temps qui nous est donné, on pourra y revenir, qu'effectivement, la violence qui se manifeste par rapport à la nature, par rapport à la terre, cette guerre qui lui a été menée, et qui lui est toujours menée, parce que c'est une guerre à la vie aujourd'hui, c'est une guerre au vivant, que nous sommes en train de mener, eh bien, elle n'est pas sans, c'est pas la même chose, mais elle ne puise pas tout à fait, elle puise sans doute aux mêmes sources qu'une sorte de guerre aussi qui a été menée, ça a été un petit peu dit, par rapport aux femmes, par rapport à ce qu'elles pouvaient représenter aussi de menaces, et donc nécessité d'enfermement, etc., etc. Donc, cette violence très forte qu'on retrouve aujourd'hui, qui s'accélère, à savoir de vouloir extraire au maximum et partout sur la Terre le plus vite possible, parce qu'il y a une accélération, tout ce que la Terre recèle entre guillemets de richesse, parce que nous avons transformé ça en richesse, en ressources, c'est devenu donc, des pures ressources à extraire, n'est pas du tout sans lien avec cette violence sur les corps et la violence sur le corps des femmes en particulier. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si M. Bolsonaro, M. Trump, qui ne sont pas des Tunisiens, qui aujourd'hui organisent une régression pour les femmes qui est absolument fantastique, parce que ça a un effet, ce qu'ils disent, malgré tout. Même si nous pouvons trouver ça stupide, nous pouvons trouver, malgré tout, ça donne des armes à tous ceux qui ne rêvent qu'une chose, c'est de les avoir. Donc voilà, à peu près comment je croise cette préoccupation première pour moi aujourd'hui et ce problème des rapports entre hommes et femmes. Alors j'entends parler de l'humanisme. Je crois justement que nous avons aussi, pour le convivialisme, à nous réinterroger sur l'humanisme. L'humanisme dans lequel nous avons vécu, c'est un humanisme anti-nature. L'émancipation, et là c'est dans toutes les traditions de pensée, l'émancipation, elle a été pensée comme un arrachement. Comme un arrachement à la nature, arrachement à la terre, comme défaire les liens. Parce que par définition, les liens oppriment. Or, peut-être, selon la célèbre maison d'édition, peut-être bien qu'il y a des liens qui libèrent aussi. Que tous les liens n'oppriment pas, certains liens oppriment, mais peut-être bien qu'il y a des liens qui libèrent. En tout cas, nous avons intérêt à reconstituer le lien avec les insectes, parce que très vite, nous pourrions comprendre que nous allons vivre des problèmes très graves. Donc un humanisme anti-nature, bon, je ne vais pas développer, mais qui a institué la souveraineté absolue des humains, la sacralisation des humains, devenus des petits dieux créateurs de leur monde, entièrement maîtres de leur destin, qui sont capables aujourd'hui de manager la terre, de manager la nature, de domestiquer l'ensemble des espèces, y compris les espèces humaines, et qui arrive aujourd'hui à ce qu'on appelle le post-humanisme ou le transhumanisme. Et donc ceci puise dans une vision dualiste, effectivement, qui est notre vision occidentale, que nous avons très largement d'ailleurs exportée, une vision dualiste qui sépare radicalement nature et culture. Moi je voudrais montrer, je n'ai peut-être pas le temps, que le problème n'est pas la séparation, parce que je pense qu'il y a une séparation nécessaire, comme entre masculin et féminin. Je ne rêve pas d'un monde unisexe et neutre. Donc, ce dualisme a non seulement séparé la nature et la culture, mais il les a opposés. Et ça a été la même chose pour le masculin et le féminin. C'est-à-dire que ce dualisme s'est construit comme une opposition entre les deux. Et donc, nécessité de s'arracher, parce qu'on ne pouvait accéder à la civilisation, à la culture, etc., qu'en s'arrachant aux lois de la nature. Et donc, évidemment, ce dualisme a fait que la nature est un objet, comme les femmes, une ressource, aujourd'hui une ressource biologique. Le corps des femmes est une ressource biologique, aujourd'hui découpé en petits morceaux. Ce dualisme a vraiment institué ce qu'on appelle un pouvoir sur. Non pas un pouvoir avec, mais un pouvoir sur. Pouvoir sur la nature, pouvoir sur les femmes. Et donc c'est ça, je crois, que dans une tradition convivialiste, nous devrions réfléchir. Bon, bien entendu, ceci s'accompagne avec l'utilitarisme,
La nature est là pour servir les humains, un rapport purement instrumental, une rationalité instrumentale, et du coup, il y a eu une biologisation des femmes qui sont renvoyées à des lois naturelles parce qu'elles portent la responsabilité de la procréation. Donc, biologisation des femmes, biologisation du corps, mais qui va jusqu'à l'extrême aujourd'hui. C'est-à-dire que ce corps biologique de la matière peut être le support de tout un tas de transformations techniques. Et on retrouve là, justement, peut-être les plus avancés de certains courants féministes, d'ailleurs états-uniens, qui s'appellent des post-féministes, si vous voulez, qui considèrent qu'effectivement le corps humain est complètement transformable, la nature est morte, la nature n'existe pas, et donc là c'est parfaitement malléable, et donc effectivement, la GPA, etc., ne pose absolument aucun problème, puisque le corps, finalement, n'est qu'une surface biologique, n'est qu'une matière, du fait qu'il y a la séparation de la matière et de l'esprit. Et donc, on proclame, finalement, la mort de la nature. Alors, bien entendu, il est nécessaire de déconstruire, et c'est urgent de déconstruire ce dualisme. Mais la déconstruction, et là je vais essayer d'aller vite, emprunte deux voies majeures. Déconstruction de ce dualisme qui effectivement nous a conduit à ces pouvoirs sûrs et à des catastrophes aujourd'hui qui mettent en péril non seulement les conditions de vie, mais la pérennité même de la vie. Donc il y a deux réponses, je schématise, on pourra en rediscuter. Il y a la réponse de la mort de la nature, l'idée que c'est le constructivisme, c'est la déconstruction constructiviste, tout est construit, socialement, culturellement, il n'y a pas de nature, il n'y a que des représentations, il n'y a que de la construction historique, la nature n'existe pas. Ça c'est tout le courant constructiviste et qui peut être ultra-constructiviste, il y a des nuances aussi dans le constructivisme, c'est un courant sociologiste aussi, les rapports sociaux, la nature n'existe pas, elle a été totalement anthropisée et elle est simplement une culture qui fait des représentations qui instituent la nature en tant que telle. Et donc, cette construction sociale et culturelle fait que la nature est absorbée, littéralement, elle est morte ou totalement absorbée, et du dualisme, il ne reste plus que la société, le socius. Et dans ce socius, d'ailleurs, il n'y a que des humains. Tout le reste est absolument oublié. Bon, c'est ce que j'appelle la voie de la toute-puissance. C'est la voie de la toute-puissance, c'est la voie technologique aussi, technoscientifique, disons. Cette voie-là, elle est, je dirais, mainstream. Il y a une autre voie, j'ai presque fini. Il y a une autre voie, sur laquelle je vais dire deux mots. Tout à l'heure, on a parlé de l'écoféminisme. Bon, ce sont des nouveaux courants du féminisme, il y a beaucoup d'écoféminisme, ils sont très variés, mais je pense que pour une compréhension convivialiste, c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe du côté de l'écoféminisme, d'autant que non seulement il y a des réflexions théoriques aujourd'hui sur l'écoféminisme, mais ça correspond à des mouvements de base de femmes qui se défendent avec leur corps par rapport à l'expropriation des communs, expropriation de la terre, expropriation de l'eau, expropriation de toutes ces forces de vie, éléments nécessaires absolument à la vie. Et dans ces combats-là, partout dans le monde, on retrouve souvent en première ligne des femmes. Ce n'est pas dû à leur nature, je vais pouvoir le développer ici. Mais c'est certainement dû au rôle auquel elles étaient assignées. Mais, donc, ce courant que j'appelle le courant de la fragilité, d'une fragilité qui est assumée, qui est non seulement qui est consentie, et donc je trouve qu'il y a une sorte de retournement ironique aujourd'hui, extrêmement intéressant, qui fait que justement nous ne sommes pas les victimes, qui dévictimise complètement la situation des femmes, je raccourcis parce que
Il a des victimismes parce que si on regarde ce qui se passe dans le monde et ce que nous devons inventer pour arriver à répondre aux urgences qui sont devant nous et y répondre de manière civilisée, en évitant la barbarie qui pointe, eh bien nous devons abandonner un certain nombre de représentations. En particulier, nous devons faire décroître la place de l'économie dans les sociétés, si ce n'est décroître l'économie, parce que les empreintes aujourd'hui écologiques font que ce n'est plus tenable, et ceci à très court terme. Et donc nous devons nous questionner sur la centralité que nous avons donnée depuis le XIXe siècle à l'idéal de fabrication, de production, avec la figure du producteur, qui est la tâche noble, la tâche digne. J'extrais le plus possible, je transforme, je produis. Ça, c'est la tâche noble. Et les femmes sont cantonnées dans la reproduction, qui ne sont pas les tâches nobles, certes tout à fait nécessaires, glorifiées, etc., mais qui ne sont pas les tâches nobles. Or, aujourd'hui, que se passe-t-il? C'est certainement toute cette capacité à réparer. Les sociétés ont besoin d'être réparées. La Terre a besoin d'être réparée. Ces capacités à réparer, à entretenir, à prendre soin, à être attentionné, qui sont à mon avis des valeurs du convivialisme. Ce sont sans doute ces valeurs qui ne correspondent pas à une essence féminine. Ce sont sans doute ces valeurs qui aujourd'hui contiennent la possibilité d'un avenir pour tous et toutes, pas pour les femmes seulement, la possibilité d'un avenir pour toutes et tous. Et à travers tous ces courants écoféministes, il y a pour de nombreuses femmes et très jeunes, souvent, il y avait ce week-end à Bure, là où on veut enfouir des déchets nucléaires pour les laisser aux générations, suivantes. Eh bien, il y avait une manifestation, alors qui était non mixte. On peut discuter, moi je n'y étais pas, de 400 femmes, 400 jeunes femmes qui sont allées jusqu'aux limites, sans affrontement, ils ont refusé la violence, justement, avec l'État, et qui sont allées jusqu'aux limites qui leur est donné pour contester ce qu'elles considèrent comme véritablement un viol de la planète, un viol de la Terre, une effraction, quelque chose qui est une profanation aussi. Elles emploient ce type de terme, et je pense que cette ligne, elles disent aussi profanation. Et donc là, il y a quelque chose qui se joue, pas seulement en France, pas seulement dans les pays riches, mais voire même plus encore davantage ailleurs, par rapport à des femmes qui sont, atteintes dans la survie et qui se retrouvent au premier rang de défense de ce qui n'est pas la survie, mais ce qui est la possibilité de la vie. Et je disais, ça ne correspond pas encore une fois à une essence féminine qui serait dans le soin, etc. Pas du tout. Ça correspond à des rôles, effectivement, qui ont été construits et qui constituent une sorte de nature au bout d'un moment, des rôles qui sont construits, qui constituent une essence féminine, elle est construite aussi, cette essence-là, et qui aujourd'hui contiennent sans doute la possibilité d'un futur pour tous. Et ça, pour moi, c'est un très grand espoir. Alors évidemment, ça ne s'oppose pas au féminisme qui a été sur la conquête des droits. Il y a eu un premier courant qui correspond aussi au courant des premiers droits, c'est les droits civiques, le droit de vote, le droit de penser, le droit de s'exprimer, etc. C'est la première génération de droits. La deuxième génération de droits que nous avons eue, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont plutôt plus des droits sociaux qui ont été revendiqués dans toutes les sociétés. Et il y a eu une deuxième grande génération de droits. Donc il y a toujours des combats des femmes pour cette deuxième génération de droits, salaire égal, travail égal, salaire égal, etc. Mais sans doute que nous avons besoin aujourd'hui d'une troisième génération de droits qui prennent en compte la possibilité de l'écocide et du géocide. Ça veut dire